on a une volonté de nos autorités de dépister en masse. C'est-à-dire qu'on annonce un chiffre, c'est 1 million. On ne sait pas si on a besoin d'1 million, mais voilà, 1 million, c'est joli. On a l'impression de faire quelque chose. Au moment du confinement, on était désœuvrés, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test de dépistage. Donc là, le pouvoir veut montrer qu'il agit et on sort du chapeau le nombre d'1 million de tests par semaine. AVS avec Philippe Robichon. On est reparti pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue. Mon invité ce matin, c'est le docteur Mathieu Bernard. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Vous êtes cardiologue et hypnopraticien, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes formé à la PNL. Quoique la PNL et l'hypnose, c'est un peu la même famille finalement. Oui. Quand on y pense, ça peut avoir un père. La PNL est ce qu'on appelle une modélisation de l'hypnose, entre autres, plus d'autres courants de thérapie. Les créateurs de la PNL sont allés voir des thérapeutes qui avaient un fort succès dans leur traitement et leur ont demandé comment ils faisaient. Et là, la réponse a été... Donc, ils les ont filmés. C'était quelque chose de naturel chez eux. Ils les ont filmés. Et à partir de l'analyse de ces films, ils ont pu en tirer la substantifique moelle et élaborer des protocoles sur ce que ces thérapeutes faisaient naturellement. On parlera de l'hypnose ce matin et on verra pourquoi ça marche. Alors vous publiez Le cœur, notre autre cerveau aux éditions Larousse. On va commencer par parler du coronavirus. On a vu qu'au début de l'épidémie, le coronavirus pouvait se fixer sur le cœur et créer des lésions. Qu'est-ce qu'on en sait 6 mois plus tard ? On ne sait pas grand-chose de plus. L'épidémie ayant diminué cet été, on a eu évidemment moins de cas, donc moins d'analyses possibles. Je n'ai pas vu passer de nouveautés à ce sujet. Mais quand on dit par exemple que le virus se fixe sur le muscle cardiaque, oui. et on l'a vu notamment avec des sportifs de haut niveau qui pratiquaient le sport de fatigue intensive et qui se retrouvaient confrontés avec des incidents cardiaques. Alors est-ce qu'on sait si c'est lié ou pas ? Alors on sait que la porte d'entrée du virus, elle est représentée par des récepteurs qui sont entre autres situés sur les cellules cardiaques, donc qui vont faciliter l'adhésion du virus au niveau cardiaque, mais aussi sur des cellules digestives, d'où les symptômes digestifs, pulmonaires et aussi neurologiques. Ce sont vraiment les sites sur lesquels le virus se fixe avec affinité. Est-ce que vous constatez que plus de personnes que d'habitude présentent des lésions cardiaques alors qu'elles n'avaient pas de signes avant ou pas ? Non, ça on ne l'a pas constaté après le déconfinement. Ce que l'on a constaté en revanche, c'est l'apparition de symptômes inhabituels, notamment un type d'accélération de la fréquence cardiaque chez des sujets qui avaient une fréquence cardiaque normale avant d'être infectés par le Covid. Et ça, on a pu le voir apparaître plusieurs mois après l'infection. Et ce que l'on a constaté aussi, c'est une limitation des capacités physiques. On a plusieurs exemples même de confrères qui pratiquent le marathon, avec des entraînements réguliers 3 à 5 fois par semaine, qui ont été testés positifs au Covid, mais sans forcément avoir beaucoup de symptômes, et qui se sont retrouvés avec une diminution de leur capacité sportive et physique. Sans autre explication que le Covid. Il n'y a pas eu d'arrêt de l'entraînement, il n'y a pas eu de diminution de l'entraînement, mais on a constaté effectivement cette apparition de symptômes, donc essoufflement à l'effort et diminution des capacités, baisse de performance. Il semble que le coronavirus est un virus qui semble cibler les points faibles des personnes. Ça veut dire que si on a une faiblesse cardiaque, le corona va se fixer sur notre cœur ou pas ? On est plus exposé si on est un patient cardiaque. Je ne suis pas certain que le virus aura tendance à se fixer préférentiellement sur le cœur si celui-ci est fatigué. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, les patients qui ont des maladies cardiaques chroniques décompensées, ce qu'on appelle décompensées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas stabilisées par le traitement médicamenteux, ces patients-là sont considérés comme des patients à risque d'attraper le Covid et d'attraper une forme sévère de Covid. On a des nouveautés sur le Covid ou pas ? Alors, moi, j'exerce en libéral, je suis en seconde ligne. On a ouvert une unité Covid à la demande des autorités de santé en fin mars. On était vraiment tenu au courant jour par jour en recevant des mails par la Direction Générale de la Santé. Et pour le moment, on est un peu tenu à l'écart. Alors, il y a une baisse du nombre de malades. Là, il y a une augmentation du nombre de patients testés positifs.
Alors la nouveauté, ce serait celle-là, c'est qu'on a une volonté de nos autorités de dépister en masse. C'est-à-dire qu'on annonce un chiffre, c'est 1 million. On ne sait pas si on a besoin d'1 million, mais voilà, 1 million c'est joli. On a l'impression qu'on est actif. Le million. Voilà, ouais. c'est ça. On a l'impression de faire quelque chose. Je pense que au moment du confinement, on était désœuvrés, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de test de dépistage. Donc là, le pouvoir veut montrer qu'il agit. Et on sort du chapeau le nombre d'1 million de tests par semaine, avec derrière des laboratoires qui sont exsangues, des queues de 3 à 4 heures sur le trottoir pour se faire dépister. C'est des trucs de folie, ça. Vous voyez les queues qu'il y a devant les laboratoires. Oui, c'est incroyable. Et puis sans protection aucune, les gens qui restent, pour peu qu'il y ait des patients réellement atteints, on peut se demander s'il n'y a pas un risque accru de contamination. Donc les laboratoires sont exsangues, les délais s'allongent. Là, ils commencent à anticiper une pénurie de réactifs. Et pour quel résultat? Beaucoup de patients qui sont testés positifs. Alors après, si vous le permettez, je vais faire un rappel sur les 4 types de tests que l'on a. On a la fameuse PCR où on enfonce le coton-tige dans le nez, mais très profondément, hein, c'est à peu près 10 cm de coton-tige. En fait, le coton-tige vient en arrière de la langue. Vraiment dans le fond, au-dessus et en arrière de la langue. Donc c'est très profond, c'est assez désagréable, on va dire. Et là, on vient prélever du matériel génétique que l'on va amplifier par des techniques qu'on appelle en fait PCR, Polymerase Chain Reaction. Donc on va multiplier l'information que l'on a. Et on la multiplie à peu près 40 fois. Et donc, on a des résultats positifs. On a des patients qui ont du matériel viral du virus de SARS-CoV-2 présent dans l'organisme. Est-ce que ce virus est actif ? Est-ce que les patients sont symptomatiques ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas simplement une petite portion du virus ? Est-ce que la quantité de virus qu'il y a est suffisante pour être pathogène, pour entraîner l'infection ? Toutes ces questions, on n'a pas les réponses. Il y a une étude qui a été publiée dans le New York Times, en tout cas reprise par le New York Times, qui dit que si on multipliait non pas 40 fois ce matériel génétique, mais seulement 35 fois, ça baisserait le nombre de positifs au test d'à peu près 90%. Donc ça, c'est un premier problème. Est-ce que tous les nouveaux cas sont réellement malades ? Est-ce qu'ils sont réellement contagieux ? Ça, c'est la question. Ce qu'on appelle les nouveaux cas, c'est ceux qui répondent positivement au test. Au test PCR, voilà. Le test PCR, lui, nous dit il y a la présence de matériel du virus, de composants du virus au fond de la gorge. Alors après, on entend tout un tas de théories. On a des patients qui, authentiquement, semblent vraiment malades parce qu'on a des images spécifiques au scanner et qui, pour autant, ont ce test négatif. Alors j'ai entendu dire que c'est parce que le virus n'était plus dans la gorge, mais était descendu dans les poumons. Est-ce que c'est une réalité ? Je ne sais pas, il y a vraiment plein d'inconnus. Ensuite, dans les tests... Là, vous dites carrément que vous ne savez pas, en fait, c'est ça ? Bien sûr, on sait plein de choses qu'on ignore encore sur ce virus. Il y a plein de choses qu'on découvre, il y a des théories qui sont avancées, qui sont réfutées, qui sont finalement reprises. On tâtonne complètement, oui. Sur les autres tests, on a les sérologies, par exemple. Là, c'est une prise de sang. La sérologie, elle va mesurer des anticorps. Et on a plusieurs types d'anticorps, mais là, on en a 2 qui sont analysés. Ce qu'on appelle les IgM, qui, eux, vont être sécrétés, produits 6 jours à peu près après le début de l'infection. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les IgG, qui, eux, sont produits environ 14 jours après l'infection et qui vont, eux, persister dans le temps. Donc, dans les sérologies, on a plusieurs types. On a celles qui vont mesurer tous les anticorps. Peu importe si ce sont des IgG ou des IgM, ils vont les mesurer. Et vous en avez qui vont faire la différence entre IgG ou IgM. Et donc, en fonction de ce que vous rend le laboratoire, vous pouvez l'interpréter de différentes façons. Soit, je viens d'avoir la Covid, soit j'ai eu la Covid, mais il y a plusieurs semaines, soit je n'ai jamais été en contact avec le virus. Mais ce test, cette sérologie, ne vous dit pas si vous êtes immunisé ou pas. Et ensuite, on a 2 autres types de tests. On a les tests salivaires qui arrivent. Le rapide, là, ce fameux test très rapide.
Alors, il y a le test rapide. C'est pas celui-là. Non, il y a le test salivaire qui est dit rapide, mais finalement, les laboratoires sont tellement débordés que ça va prendre autant de temps que le test avec le coton-tige. La seule différence, c'est qu'au lieu de vous faire enfoncer un coton-tige très profondément dans le nez, vous crachez dans un tube à essai. Après, on a des tests qui, eux, sont dits rapides, qui, en quelques minutes, vous donnent vraiment le résultat. Là, c'est une sérologie aussi, mais c'est une sérologie rapide. Maintenant, ces tests de mémoire ne sont pas encore homologués, ne sont pas encore sur le marché. Une fois qu'on a fait l'inventaire de tous ces tests, finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Alors, ça n'est que ma pensée, mais j'ai appris pendant mes études qu'un test de dépistage n'était pertinent que s'il était ciblé sur une population à un risque. Faire un dépistage massif, ça entraîne une baisse de ce qu'on appelle sensibilité et spécificité du test, qui fait qu'on va se retrouver avec des patients qui ont un test positif mais qui n'ont finalement pas la maladie, et des patients qui ont un test négatif alors qu'ils ont la maladie. Et donc, il serait pertinent, à mon sens, puisque là, on fait un dépistage de masse, il faut atteindre le million. Les patients qui sont inquiets, les personnes qui doivent partir en vacances à l'étranger et qui ont besoin d'un test qui date de moins de 72 heures, mais quand on a une semaine pour avoir les résultats, on fait comment ? Et puis, certaines compagnies aériennes proposent de passer un peu plus vite, comme c'est le cas pour Air France, par exemple. Enfin, voilà. Mais bon, effectivement, c'est compliqué quand on veut avoir un test dans les 72 heures, s'il faut une semaine pour le résultat. C'est ça. Donc, finalement, tous ces tests sont là pour faire du chiffre. Attendez, on va manquer de gants peut-être. On aura testé les gens, mais on n'aura peut-être pas de gants. Donc, non, mais c'est ça, vous dites, on fait du chiffre sur les tests. Sur les tests, je pense qu'on fait du chiffre. Il faudrait une vraie politique de dépistage. On va dépister quel type de patients ? Les personnes qui sont symptomatiques, pour savoir si oui ou non elles l'ont et si oui ou non il faut les isoler. Et les personnes qui ont été en contact avec un patient atteint ou suspecté de l'être, de façon à identifier ce qu'on appelle les clusters, les foyers, et à prendre des mesures un peu plus drastiques pour circonscrire la propagation du virus. Ça, c'est ce que fait quand même la caisse primaire d'assurance maladie. Oui, mais cette action, elle est noyée par le nombre de personnes qui font la queue sur les trottoirs. Quand vous parlez de personnes symptomatiques, vous pensez à quels symptômes ? Alors, il semblerait que vraiment le premier symptôme, ce soit la fièvre. C'est le premier à apparaître et c'est l'un des symptômes les plus constants. Après, vous avez la fièvre, vous avez des douleurs articulaires. Bon, on rentre ensuite sur un syndrome grippal banal. Et puis, on a la toux, l'essoufflement, qui sont vraiment typiques d'une atteinte pulmonaire. Et on peut avoir aussi des manifestations digestives avec des accélérations du transit, des diarrhées. Des baisses tensionnelles aussi très importantes. Ça, c'est quand le virus vient se fixer sur le système nerveux qu'on appelle autonome et qui va gérer toute notre physiologie interne. Car on en parlera d'ailleurs tout à l'heure quand on va faire un petit peu de cohérence cardiaque de notre système nerveux autonome. Donc baisse de tension, quoi d'autre ? Accélération de la fréquence cardiaque aussi. Ouais. Et puis, certains patients ont un sentiment d'angoisse et des douleurs dans la poitrine qui peuvent être le fait d'une atteinte cardiaque, ça c'est assez rare, ou qui peuvent être le fait d'une atteinte pulmonaire aussi. Mais alors, dans ce que vous nous exposez, qu'est-ce que vous faites de ces fameux patients asymptomatiques ? Je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que ces patients asymptomatiques sont contagieux ? Mais c'est ce qu'on nous dit, c'est ça le truc. C'est qu'il faut se méfier des patients asymptomatiques parce qu'ils sont contagieux et c'est eux qui diffusent. Donc dans ce cas-là, s'ils sont asymptomatiques et contagieux, on parle de porteurs sains. Mais les porteurs sains ne sont pas tous contagieux. C'est une vaste question. Après, on sait que ces tests, quels qu'ils soient, ne sont jamais parfaits. Donc vous avez des patients qui sont testés positifs alors qu'ils ne le sont pas. Vous travaillez beaucoup, vous, sur le stress et le retentissement que le stress a sur notre cœur. Et notre corps. Quel regard vous portez sur la communication qu'on a autour de ce virus ? Est-ce que finalement c'est trop anxiogène ou elle est normale ? Non, elle est terriblement anxiogène. Terriblement anxiogène et on le constate
moi je le constate toutes les semaines, ça l'était encore plus pendant le confinement parce que les gens n'avaient rien d'autre à faire que de brancher les médias et les chaînes d'infos continues qui rabâchaient sans cesse les mêmes infos parce que plus de culture en France, vie politique quasiment morte aussi. Et donc on se retrouve sans autre actualité que la Covid. Et on avait énormément de patients en vidéoconsultation qui consultaient simplement parce qu'ils étaient stressés. Et c'était très curieux parce qu'on s'est dit, on se lançait ça a été un peu la révolution à quelque chose malheur et bon, c'est qu'on a développé la téléconsultation en France. Et nous, cardiologues, on doit au cours d'une consultation, interroger le patient, l'examiner, lui faire un électrocardiogramme. À distance, on ne peut pas l'examiner, on ne peut pas lui faire d'électrocardiogramme. Donc on s'est dit, on va réduire la durée des consultations à 15 minutes, puisqu'il n'y aura que de ce qu'on appelle l'anamnèse, l'interrogatoire en fait. Et curieusement, les 15 minutes, enfin c'est pas curieusement, c'est que les 15 minutes étaient insuffisantes. Les patients avaient une telle angoisse qu'on débordait plutôt, alors heureusement on n'était pas plein, mais c'était plutôt 25 minutes de durée moyenne parce que confiné chez soi, pour peu qu'on vive seul, c'était extrêmement anxiogène et il fallait libérer cette anxiété par une consultation quelle qu'elle soit.